Ah, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est quoi, faut que je les mate les deux. Les Hashem, que ce shiur soit dédié pour les Nishmat Nathalie Yafa, Rachel et Nathalie Yafa. C'est le même nom? C'est deux noms. Nathalie Yafa, de Rachel Bat Chava, ainsi que Rivka Bat Flora. Bezrat Hashem. Et Rachel Bat Shashuna. Et Rachel Bat Shashuna. Shashuna. Alors, Beshem Hashem Nassé Venatsiar, j'ai un sujet très sympa à aborder avec vous ce soir. Parce que c'est un sujet dont on a tous grandement besoin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens, ils cherchent d'avoir de l'argent, ils cherchent à gagner de l'argent, ils cherchent énormément. Et c'est voilà, c'est le défi, c'est un peu la manière de se sentir à l'aise dans notre vie et de sentir un certain confort, etc. Mais en fait, en réalité, moi je le dis à chaque fois, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la bracha. Parce qu'avoir de l'argent, on peut en avoir, mais il n'y a pas de bracha dans l'argent. Et moi, combien je vois des gens qui sont extrêmement riches, mais ils ont zéro bracha. Zéro bracha. C'est-à-dire que l'argent, il est là, hein, mais le fils, avec l'argent du père, il est en train de fumer des arbres. D'accord, c'est même plus des joints, c'est des arbres à la fin, tellement il fume. Avec l'argent du père. Alors, il a de la bracha, lui. Avec son propre argent, il détruit son fils. C'est-à-dire que t'as l'autre, il a un yacht à marier à Monaco, mais sa femme, elle lui parle plus, ses enfants, il déteste. Donc, alors, il y a de l'argent, mais il n'y a pas de bracha. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir de l'argent, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la bracha. Et ça, c'est tellement essentiel. Et Baruch Hashem, c'est pas que la Torah nous a laissé en plan, en suspens, bon, Bezrat Hashem, chercher où est-ce que ça se cache. Non, au moins la Baruch Hashem, la Torah, elle nous a fait ce cadeau d'être claire. D'accord, c'est pas, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de. La Torah, elle est claire, c'est une Mishnah. D'accord, la Mishnah, elle nous dit Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha le Israël. La Kadosh baruch hu n'a pas trouvé un ustensile qui puisse contenir la bracha pour le Ham Israël et là à Shalom. C'est le Shalom. Le Shalom. Sheneemar, Hashem oz le'amuiten, Hashem yevarech et amo. Shalom. Ok, c'est une Mishnah. C'est pas besoin d'aller chercher loin. C'est pas un Zohar, c'est pas un Midrash. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah. Et nous, il faut comprendre que lorsque maintenant, par exemple, vous venez à ce type de soirée où Baruch Hashem vous investissez sur votre Shalom Bayit justement, et ben sachez une chose, c'est que vous investissez sur la bracha. C'est une conséquence. D'accord, c'est une conséquence directe. C'est pas, je vous le dis, c'est une Mishnah. D'accord, et Baruch Hashem, Ashrechem, combien c'est important. Et je vois qu'il y en a qui ne sont pas mariés, mais sachez une chose, c'est que vaut mieux se préparer plutôt que de réparer les pots cassés. D'accord, bien évidemment. Et donc, vaut mieux être formé que de ne pas l'être. Et donc, bien évidemment, Bezrat Hashem, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une notion qui est plus qu'importante parce que, vous savez, on est dans une génération. Moi, je sais très bien, d'accord, je suis père. Je pense que tout père, un petit peu, enfin, tout parent qui a un petit peu une notion de normalité dans leur tête, bah, ils vont se dire, ils vont pas donner la clé à leurs enfants. Tu veux prendre la voiture? Oui, vas-y, prends la voiture, il n'a pas le permis. D'accord? Tu passes pas les clés de la voiture à ton enfant si jamais maintenant ton enfant n'a pas le permis. C'est une évidence. Et bien pour moi, on ne peut pas prendre la route de la vie si on n'a pas le permis de ce qu'on va voir ce soir. Ce qu'on va voir ce soir, pour moi, Pachout, c'est le permis de la vie. On ne peut même pas commencer dans la vie si on n'a pas ça. Et c'est tellement fondamental que parce que vous vous doutez bien que justement dans les choses qui sont tellement fondamentales, le Satan va faire en sorte de taper fort. Il va taper très fort. Et on voit ça dans notre génération. Parce qu'on a une génération où Baruch Hashem, Ishtabar, Shemolad, on a un shefa, une abondance comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Jamais. C'est-à-dire la bracha qu'on a, le shefa qu'on a, c'est incroyable. C'est-à-dire que Baruch Hashem, nous on est là en train de se plaindre des prix des billets là. Ouais, la vérité, les billets là. Hein, ils sont chers, hein, et ils s'éclatent. Hein. La vérité, ils se font de l'oseille. Hein. Et nous, c'est le type de problème que l'on a. Mais nous, on ne se rend même pas compte que, Baruch Hashem, tu as des avions qui volent en 4 heures, tu arrives en France, tu viens de France en 4 heures. En 4 heures, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je tiens à vous rappeler qu'il y a 50 ans, 60 ans, tu voulais venir ici. Alors, vas-y, va prendre et c'était pas le TGV à l'époque, d'accord? Donc, tu prends le train jusqu'à Marseille. Tu arrives à Marseille, tu attends le bateau. Après, tu en as pour 5 jours de bateau, je crois, ou 4, je ne me rappelle pas, je n'ai pas connu moi. Donc, mais voilà, tu en as pour quelques jours de bateau. Tu arrives là-bas à Akko ou à Haïfa. Ensuite, tu prends un bus. D'accord? C'était comme ça, voyage en Israël.
C'est pas t'avais les plateaux repas, cacher balade si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas rien de tout ça. C'est-à-dire, nous, on se plaint, mais en fait, on se plaint de problèmes de riches. C'est ça nos problèmes. Nos problèmes, c'est des problèmes de riches. Il faut le dire à nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin de comprendre ça. Nos problèmes, nos soucis sont des soucis de riches. Parce que maintenant, tu montes dans un avion, en 4 heures, tu es arrivé à Paris. Maintenant, ça t'est servi, tu as pu allonger ton siège. Mais il n'y avait rien de tout ça avant. Il n'y avait rien de tout ça. Tu crois qu'on te servait ton plateau repas cachère et tout, tricoté. Ben, rien. Et les gens, on leur sert le plateau, ils disent ah, c'est des sandwichs. C'est des sandwichs. Voilà, c'est les problèmes qu'on a. D'accord? Ils prennent l'avion et disent ah, c'était pas un gros, c'était un petit. Bon, si je te dis, on a l'impression d'être écrasé. Hein. C'était pas un gros, c'était un petit. C'est les problèmes qu'on a. Mais combien on doit s'arrêter 2 secondes? Combien on doit faire attention et réfléchir à l'abondance que l'on a, à la bracha que l'on a? C'est-à-dire que nous, quand on regarde la qualité de vie qu'on a maintenant, c'est-à-dire que là, je sais pas, cet après-midi, il y avait mon sèche-linge qui a lâché. Le réparateur, il arrive, il te répare ça en 2 secondes. C'est bon, vous avez une assurance sur 3 ans de toute façon, donc c'est gratuit. Je dis, mais qui a eu ça dans l'histoire de l'humanité? Qui a vécu ça? Nous, on dirait, ah ouais, moi j'ai plus de sèche-linge, on est en hiver. D'accord? C'est le genre de panique dans lequel maintenant les gens y rentrent. Mais on se détend. C'est-à-dire que l'humanité, depuis 5000 ans, d'accord, a toujours fait sécher son linge dehors. Il pleut, il vente, il fait -2, il fait -4, et ça ne change rien. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'autre moyen. Nous, maintenant, c'est, voilà, tu appuies sur un bouton. Oh, voilà, le gouffre-moum, il a lâché. Ah, bah, c'est pas grave. Merci Hachem, petite capara, merci Hachem. Voilà, il vient, il te répare le truc et c'est tout. Mais c'est, encore une fois, combien on doit être capable de remettre les choses dans leur contexte? De remettre les choses dans leur contexte. Parce que là, avec la bracha, l'abondance que l'on a. Moi, je parlais avec un rescapé de la Shoah récemment. Vous savez, il m'a dit, moi, j'ai jamais connu ce que ça voulait dire être rassasié de toute mon enfance. Je sais pas ce que ça voulait dire. J'ai eu faim toute mon enfance et toute mon adolescence. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ah, j'ai bien mangé. Je sais pas. J'ai jamais connu ça. Nous, maintenant, on fait grandir une génération où dans le frigo, tu as tout au Sherad. Le gosse, il arrive, il ouvre le frigo. Bah, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. C'est-à-dire, il n'y a rien là. Ouais, il n'y a rien à manger. Ah bon? Tu as tout au Sherad dedans maintenant. Hein. Mais au lieu de savoir dire, il n'y a pas ce que j'aime, non, il n'y a rien à manger. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire ne rien avoir à manger. C'est-à-dire que nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire la famine. La famine, c'est-à-dire que tu as de l'argent, tu as de quoi acheter, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne sais même pas quoi acheter. Parce que tellement il n'y a rien. On sait même pas. Moi, je parlais avec un Marocain à Montréal. Il m'a raconté, il m'a dit, mais moi, ma mère, des fois, elle n'avait rien à manger à la maison. On n'avait rien à manger. Et bien, ma mère, comme ça, il me racontait. Il me dit, elle faisait chauffer de l'eau. Et elle tournait. Et elle disait, c'est pas encore prêt, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Jusqu'à ce qu'on s'endorme. Parce qu'elle ne voulait pas nous dire on n'aura pas à manger. Donc jusqu'à ce qu'on s'endorme, après on était fatigué et puis on s'endormait. Puis on n'avait pas mangé. Et elle faisait chauffer de l'eau, elle faisait semblant qu'elle faisait à manger. J'imagine ce que ça veut dire ça. Mais combien on doit faire attention, combien on doit valoriser ce qu'on a. Parce que justement le piège, paradoxalement, le piège dans lequel on est, c'est de banaliser ça. Et pour moi, c'est le vrai défi de la génération. Parce qu'on est arrivé dans une situation où maintenant, on banalise tout. C'est-à-dire que la qualité de vie, elle est extraordinaire. Baruch Hashem, on est en bonne santé. Baruch Hashem, on est en Eretz Israël. Mais quelle chance! Ça fait 2000 ans que l'homme Israël aurait rêvé, pas d'habiter ici, mais de voir. Rien que de voir Eretz Israël, ils en auraient rêvé. Nous, Baruch Hashem, on est là, ouais, jamais de place à Givat Shmuel, quelle galère. On cherche une place. Voilà, c'est les problèmes qu'on a, nous. C'est les problèmes qu'on a. Et ça nous prend la tête, hein, attention, on est en train de se chauffer. Ouais, je me suis garé à 200 mètres. Casse la tête, les gens. Voilà, c'est combien on doit relativiser les choses, parce qu'on arrivait à une telle banalisation qu'en fait, et ça c'est important de le savoir, c'est que ça touche pas seulement notre qualité de vie, qu'on a banalisé ce qu'on a, mais ça touche même le relationnel. Le relationnel qu'on a avec les gens, on se rend compte que maintenant on banalise tout. Ah, ça c'est les fanatiques religieux. Tu n'as même pas cherché à comprendre c'était qui, c'était quoi, de quoi ils parlaient, c'était quoi le... Ah, c'est les fanatiques. Ah, c'est les Marocains. Ils sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On va pas les refaire les Marocains. Ils sont comme ça. Ah, c'est les femmes. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, c'est les ados. Tous ces termes-là, c'est des termes qui sont courants maintenant.
Pourquoi? Parce qu'on préfère banaliser, on préfère généraliser, parce que c'est beaucoup plus simple de mettre une étiquette sur la tête de quelqu'un plutôt qu'essayer de comprendre quel est son problème. C'est beaucoup plus simple. Donc on va dans la facilité. Ah bah c'est comme ça, qu'est-ce que je dis, ils sont en pleine crise d'ado, ils sont lourds, voilà, qu'est-ce que je dis, ils sont pas finis, hein, ils sont pas finis. Qu'est-ce que je dis. Voilà, c'est les termes qu'on entend maintenant. Et combien c'est important de relativiser parce qu'encore une fois, on a un couple exceptionnel, on a des enfants exceptionnels, on a un pays exceptionnel. Mais maintenant, il le sera qu'à partir du moment où maintenant, nous, on sera capable de valoriser ça. Parce que moi, je le dis à chaque fois, d'accord? Ça, c'est tellement important. On sait très bien que le monde n'est pas parfait. Mais par contre, on a tendance à oublier que c'est à nous de le parfaire. D'accord? Le monde n'est pas parfait, mais c'est à nous de le parfaire. Et combien on doit lutter contre ça, contre cette banalisation des choses. Parce que vous savez, la Torah elle nous dit une phrase, un passouk extraordinaire. J'ai placé devant toi la vie, le bien, la mort, le mal. Ou bachar tabachaim. La Torah nous demande, ou bachar tabachaim, tu dois choisir la vie. Tu choisiras la vie, nous demande la Torah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut une seule chose, c'est nous voir heureux. Mais paradoxalement, écoutez bien, on se retrouve dans une génération où en fait, on est capable de faire l'alia. On est capable d'aller démarcher à la banque un prêt, on est capable d'acheter une voiture, on est capable de se marier, on est capable d'organiser des grands événements, on est capable d'avoir une société, on est capable de faire plein de choses. Mais être heureux, bon, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que maintenant, on a fait grandir une génération d'adolescents, on leur a appris comment gagner de l'argent, on leur a appris comment faire des grandes études, mais on leur a jamais appris à être heureux. Donc, ça donne quoi à la maison? Badem Shonfa. Maintenant, ils ont des téléphones de 1200 € dans les mains, mais ils font la tête. Comment c'est possible? Comment ça marche? Réponse, parce qu'en fait, on ne leur a jamais appris. Alors, bien souvent, les parents, ils arrivent, ils disent « Ouais, c'est quoi cette tête? Elle fait la tête toute la journée, du matin au soir. » Mais tu lui as appris, toi, à sourire? Est-ce que toi, tu lui as appris à valoriser ce qu'elle a? Parce que c'est nous les formateurs dans l'histoire. C'est nous les formateurs. Alors nous, nos parents, nos grands-parents, ils ont vécu la Shoah, ou ils ont vécu l'immigration de l'Algérie, de je sais pas où, de peu importe. D'accord? Donc eux, ils n'ont pas eu le temps de se construire, il fallait qu'ils y survivent. Mais ils ont fait des parents qui sont nos parents, qui eux, n'ont pas été formés. Parce que eux, maintenant, eux, ils sont des enfants d'émigrés. Ou d'immigrés. Donc eux, ils n'ont pas eu le temps d'être formés parce qu'il fallait qu'ils ont vu leurs parents toute leur vie être... Mais nous, c'est à nous de le faire là maintenant. Parce que si nous, maintenant, on ne fait pas, et on ne fait pas en sorte d'être construit, on ne fait pas en sorte de travailler ça, et pas qu'on le veuille ou non, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. C'est pour ça que maintenant, il y a autant de divorces. Une des raisons pour lesquelles il y a autant de divorces, c'est parce que tout simplement, maintenant, on n'a plus les problèmes qu'ils avaient eux avant, qui faisaient de toute façon, même si on ne s'entend pas, c'est pas grave, on passe au-dessus avec tout ce qu'on a passé dans notre vie. Mais maintenant, attends, on est à Givat Shmuel là maintenant, tu me prends la tête? Qu'est-ce qu'il arrive toi? C'est ça les problèmes. Donc maintenant, c'est à nous de former, et c'est à nous de nous former, mais c'est à nous de construire aussi les futures générations, de savoir ce que ça veut dire être heureux. Parce qu'encore une fois, je vous dis, on est capable de faire plein de choses, démarcher des clients, faire une société, voyager, on est capable de faire plein de choses, mais quelque chose qui demande beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'efforts, qui s'appelle être heureux dans la vie, très peu de gens savent le faire. Il suffit de voir dans la rue, d'accord? Les gens, ils font des têtes de Tisha B'Av. T'as l'impression qu'ils s'entraînent toute l'année pour un jour qui s'appelle Tisha B'Av. Comment faire la tête? C'est fou. Et combien on doit faire attention? Combien on doit être vigilant? Parce qu'encore une fois, notre devoir premier, c'est de connaître notre nature. On doit connaître notre nature. Et sachez que l'être humain de nature n'est pas un grand joyeux. D'accord? C'est important de le savoir. Les oiseaux, les vaches... ils n'ont pas besoin de psychologue, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, ils sont top. Ils se lèvent le matin, ils font piou-piou, il fait moins 30. La dernière fois, j'ai voyé à Montréal, ils étaient sur la neige à moins 30, ils font piou-piou, ils sont là, il n'y a personne qui dit ouais, on se les gèle ici. Non, les oiseaux, ils font leur vie, ils sont bien, tu vois, les vaches, elles sont là, ça fait 10 ans qu'elle est dans la même prairie, elle broute la même herbe, elle n'est pas en dépression, elle ne dit pas viens, on fait son alia, elle est bien, elle est bien. Il n'y a que l'être humain qui galère. Il n'y a que l'être humain qui galère. Et de nature, je vous dis, on n'est pas des grands joyeux. Mais en plus de ça, dans la société dans laquelle on est maintenant, écoutez bien, on va pousser l'être humain au mépris. On va pousser l'être humain sans cesse à la critique et à la plainte.
Vous regardez maintenant ce qui est en train de se passer, mais bien évidemment, c'est parce que maintenant, il suffit de voir dans le monde dans lequel on vit, le monde des médias, tu verras jamais un journaliste qui va te dire le matin, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'ai rien à vous dire aujourd'hui, juste qu'il fait beau, profitez. Non, bah non, jamais, jamais tu verras un journaliste qui va te dire ça. Ils sont là pour remarquer où il y a des tâches dans le monde. Et te dire, ah, t'as pas vu la tâche, je vais te montrer les tâches qu'il y a aujourd'hui. Et très voilà, il est là pour te critiquer, il est là pour abaisser, pour faire du lachonara, pour dire les mauvaises nouvelles. Mais comment c'est possible? Réponse, parce qu'en fait, c'est là, voilà, on est dans les réseaux sociaux, la machine à dépression, d'accord? Les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que si toi, t'es heureux, t'es bien, t'es à Givat Shmuel, tu vois, tout va bien. Toi, t'as un toit, Baruch Hashem, t'as de l'argent, t'as de quoi manger. Baruch Hashem, tu vois, Baruch Hashem. Et ben, ce soir, tu vas te coucher dans ton lit. Tu vas regarder et tu vas voir que l'autre il est à Dubaï, tu vois. L'autre elle est à Eilat. Ah, elle touche les dauphins. Sympa. Et là maintenant qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas dire mais chérie, on a besoin de vacances, non? Alors que maintenant tout allait bien. Tu vois, tout allait bien, t'étais bien, ça allait bien, tout allait bien. Mais là maintenant qu'est-ce qui se passe? On a besoin de vacances. Comment c'est venu maintenant qu'on a besoin de vacances? Comment c'est venu? Maintenant, ça allait bien et tout, aujourd'hui c'est bien, tu les gérais, les enfants, t'as réussi à les gérer, t'as truc machin, t'as vu une photo de ta copine aller au resto. Ah, tu m'emmènes jamais toi, hein. Tu m'emmènes jamais. Voilà, tu m'emmènes jamais. Super, tu m'emmènes jamais. Bah, c'est là où on est arrivé. Et combien on doit faire attention à ça? Parce qu'encore une fois, comprendre que déjà, le monde extérieur ne sera pas là pour nous motiver, pour nous ramener de la joie. Mais en plus de ça, notre nature, elle est, écoutez bien, que quand maintenant on a 90% de bien dans notre vie et 10% de problèmes, eh ben on ne verra pas sur notre visage bizarrement 90% de bonheur. On verra 100% de problèmes. Parce que tu as un toit, tu es marié, tu as des enfants, tu as une parnassa, tu as de quoi manger, tu as 90% de bonheur en fait. Voilà, tu as ton associé, tu as pris la tête. Okay, tu as un associé qui t'a pris la tête. Tu as ton comptable, je sais pas, il te demande un papier, tu sais pas où est-ce que tu l'as. Ah voilà. Eh ben, il rentre chez lui. Regardez, ne me parlez pas là aujourd'hui, j'ai pas les nerfs. Ok, pas les nerfs, je dois chercher un papier, mais je comprends pas. T'as 90%, 95 même, ouais, 95, 5%. Eh ben non. Il y a 100% de problème. C'est-à-dire que moi je vois des gens, ils vont en vacances, ah il fait pas beau, voilà, c'est mort maintenant, Mais t'es sérieux? T'as payé tout ça pour qu'à la fin tu dises s'il fait pas beau, et c'est mort. Mais moi j'étais dans un Pessah il y a 2 ans en Italie. On a eu vraiment une journée cata. D'accord, il faisait pas beau, il pleuvait, etc. Je suis parti voir mes enfants. Et je leur ai dit, les enfants, prenez vos manteaux, on sort. Ils disent, mais papa, on sort où? Je dis, on sort dehors. Il dit, mais papa, il pleut. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Papa, il pleut. Tu vois pas qu'il pleut? Je dis, ouais, c'est pas grave. Mais je veux qu'on sorte. Parce que je vais vous apprendre une règle dans la vie, que c'est pas la pluie et le beau temps qui va faire décider de ce qu'on va faire dans la journée. C'est nous qui décidons. Parce que si dans la vie, on commence à réagir en fonction de maintenant de la température et que s'il fait beau, il pleut pas, on fera jamais rien. Et je vais vous apprendre à observer la mer quand il fait mauvais temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, mon père me faisait faire ça. Mais c'est une œuvre d'art. La mer, au moment où maintenant il fait de la tempête, c'est une œuvre d'art. Tu vois des vagues de malades. C'est un spectacle. Tu ramènes tes enfants et tu leur montres la mer comme ça. Tu dis, ah, c'est incroyable, c'est beau, c'est incroyable, papa. Et tu prends des cailloux et tu les jettes à la mer. Tu écris des trucs et ça s'efface. Et tu kiffes. On est mouillé. On s'en fout. C'est pas grave, ça va sécher. C'est un pantalon, ça sèche. C'est pas grave. Les enfants, vous avez kiffé. Oh, c'était trop bien, c'était sympa. Tu as appris à tes enfants écoutez bien, à apprécier l'inconfort. Vous savez quel prix ça a dans la génération, ça? À apprendre à nos enfants à apprécier l'inconfort. Nous, dès que l'aspirateur il marche plus, oh purée, ça y est, il n'y a plus d'aspirateur. Ça, tu vis pas dans le désert non plus, t'inquiète pas, ça, on va régler. Oh non, mais pas ça maintenant. C'est un aspirateur. Mais maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, nous, on n'est pas capable de vivre avec l'inconfort. On est devenu insupportable. Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce que tout simplement, maintenant, on a mis la barre tellement haute dans le confort que maintenant, pour passer du bon temps, vous savez ce qu'il nous faut maintenant? Pour passer du bon temps, il nous faut un Dubaï 5 étoiles. Il nous faut un Marrakech 5 étoiles. Là, je peux souffler. Voilà, je me suis décontracté. Mais ils faisaient comment, nos parents et nos grands-parents, pour se décontracter? Ils prenaient une nappe. Ouais, une nappe. Des sandwichs. Et venaient les enfants, on va au parc. Et ils étaient là, étrés, qui tapaient dans le ballon avec leurs enfants. Et voilà. Et je pense pas qu'on ait des déséquilibrés finis. Genre, je pense pas non plus. D'accord? Bah, au prochain. Mais là où on en est arrivé, c'est qu'on a mis la barre tellement haute que maintenant c'est un 5 étoiles à Marrakech, 5 étoiles à Dubaï, et c'est ça le bon temps. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, moi je vois dans les hôtels, parce que quand je suis dans les voyages, je le vois. Je vois des gens qui sont assis à la table à côté, ils sont capables de dire ah, j'ai pas de serviette, c'est galère, pas assez de savon. Mais moi je tiens à dire que quand on devant des enfants dans un hôtel, tu es capable de dire ah, c'est nul, pas d'hôtel, pas de serviette, pas de truc. Je vous assure que c'est des enfants qui dans 20 ans auront de graves problèmes de shalom bayit. C'est certain. Parce que c'est une logique. Parce qu'à partir du moment où on fait grandir des enfants, où on leur montre qu'on peut critiquer le service d'un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, ben eux, un jour, ben, il n'y aura pas de serviette dans la douche. Vous savez ce que ça fait? Moi je le vois parce que je les traite les problèmes. Il n'y a pas de serviette. Allô? Il n'y a pas de serviette. Elle dit bah ouais, tu pouvais les monter aussi, hein, les serviettes. Quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Tu pouvais le monter? C'est comme ça que tu me parles? Non mais je suis pas censé moi être là en train de. Ouais bah attends, allô, et tu me parles sur un autre ton de. C'est des problèmes de shalom bayit pour un savon dans la douche, pour des serviettes qu'il n'y avait pas. Je dis mais c'est hallucinant, comment c'est possible? Réponse, ça a commencé à 5 ans à Marrakech. Où maintenant on a dit ah, pas de serviette, pas de serviette. Parce qu'encore une fois, combien on doit faire attention à ça? Combien on doit faire attention? Parce que les conséquences, elles ne sont pas juste dans la vie. Les conséquences, elles sont sur le relationnel qu'on a. Parce qu'à partir du moment où maintenant, je donne un exemple très simple. Regardez la critique comme elle est puissante. Quel taux ont les gens de chance de vous juger sans vous connaître? À votre avis, combien de pourcentage ont les gens de chance de vous juger sans vous connaître? 100%. 100%. Ils ont 100% de chance de vous juger sans vous connaître. Mais il faut savoir que nous aussi, non? Nous aussi, on a 100% de chance de juger les autres sans les connaître. Combien, moi j'oublierai pas quand j'étais à Bnei Brak, j'avais commencé mes premiers shiurim, c'était à Ashdod. Et donc du coup, je devais prendre le bus de 18h45 ici à Bnei Brak, qui m'emmenait directement à Ashdod, d'accord, qui arrivait jusqu'à... en gros, j'étais le dernier à descendre du bus, quoi. Voilà. Et donc maintenant, je vois un chauffeur qui arrive. Maintenant, lui, un bodybuildé, 2 mètres de haut, crâne rasé, avec une migale tatouée dans le cou, une casquette en cuir. Bref, le bon russe made in Moscou. Et donc du coup, moi j'arrive, je monte dans le bus et je lui dis shalom. Il me répond pas. Bon, ok. Et puis je veux m'installer. Et tout. Bon, comme c'était lui qui était toujours sur la ligne, donc il faisait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis moi j'avais l'habitude que c'était lui, quoi. Et à la fin je dis bon, je vais pas sonner, je suis le dernier, donc je vais le voir. Je lui dis je descends à la prochaine station. Il me dit Annie Oder. Je dis je sais. Je dis comment vous savez? Il me dit parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent bonjour quand ils montent dans le bus. Comme ça il dit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent bonjour quand ils montent dans le bus. Donc je vois quand tu es là. Ah, je dis bah très bien, bah, au Hachem, depuis c'est devenu un pote. Mais un vrai pote, hein. C'est-à-dire qu'il me gardait ma place, celui qui s'asseyait là, oui, bah oui, pour lui, celui qui s'asseyait là, non, c'est la place du rabbin, et tout, et je faisais tout, vous voyez, moi au début, je prenais mes trajets, je me dis, bon, j'ai 1 heure pour préparer, et je pouvais même pas prendre l'heure pour préparer parce qu'il me parlait. Et il me racontait qu'en fait, lui, c'est un Lituanien, et qu'en fait, lui, il se rappelle des fours à matzot que son père, il faisait au fond du jardin. En Lituanie, il faisait des fours à matzot dans le jardin, et que lui, il met les tefilines tous les matins. Et que lui il fait Shabbat, bon il m'a dit je suis pas un très grand religieux, mais bon Shabbat je prends pas la voiture, mais bon quand j'ai pas le choix je prends un taxi. C'est déjà bien rare, hein. Bref, et depuis c'était vraiment une fois un jour j'étais payé, il était pas là, il avait changé de ligne, il me revoit, il me récupère à la fin de Ashdod jusqu'à Bnei Brak à 10h du soir.
Il me voit, il se lève du siège, il dit Rabbeinu. Il me prend dans les bras, il me soulève comme ça. Pourquoi? Mais un homme exceptionnel, exceptionnel. Mais comment? Parce qu'encore une fois, si tu le regardes, tu dis mais d'où il sort? D'où il sort? Jamais de ma vie, je vais lui parler un jour. Mais encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a 100% de chance de se planter quand on regarde les gens. Et c'est vice-versa, c'est comme ça. Et combien on doit faire attention? Parce qu'encore une fois, c'est la même chose dans notre couple. C'est la même chose dans notre couple. Regardez, pour une embrouille, ah, de toute façon, je savais, c'est un pourri, je savais, ah, je savais. Mais regardez la force des phrases, regardez la force de la phrase. Ouais, c'est un pourri. C'est un pourri. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que les termes qui sont... Il y a un quiproquo. Ouais, elle comprend jamais rien. Ah ouais? Elle comprend jamais rien. Elle comprend jamais rien. Ouais, elle comprend jamais rien. Rien. Ah, mais rien. Elle t'a jamais compris, jamais ta vie, dans les moments difficiles. Non, jamais rien. C'est fou ce qui est en train de se passer. Tu vois, dans le couple, elle envoie un message sur WhatsApp. Il y a les deux traits bleus. Il n'a pas répondu. Ouais, je vous dis, Ravi s'en fout de moi. Et il s'en fout de moi. Je sais très bien qu'il se fout de moi. De toute façon, voilà. Non, mais il était aux toilettes. Eh ben, justement, il est censé me répondre. Je sais très bien ce qu'il fait aux toilettes. Hein. Il peut traîner sur YouTube et tout, mais là, Rav. C'est-à-dire que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, on en arrive avec des termes, mais vous savez, regardez, ça a été prouvé psychologiquement. C'est-à-dire que lorsque maintenant, on se convainc de... Enfin, c'est pas ça, écoutez bien. Lorsque maintenant, on est capable de dire des mots, vous savez que le cerveau va se convaincre de prouver que c'est vrai. Quand on dit « il s'en fout de moi », et ben quand on sort le terme et qu'on le dit « il s'en fout de moi », la conséquence va être que le cerveau, pour rendre ça vrai, va chercher la prochaine occasion où « ah bah voilà, je le savais ». Et combien on doit faire attention à ça? Vous savez, il y a une blague comme ça où, une fois, il y a une femme, elle offre 2 cravates à son mari. Alors, elle offre une rouge et une bleue. Bon. Rouge et bleu comme ça, et puis bon, lui, arrive Shabbat, il met la bleue. Elle le regarde, il dit t'aimes pas la rouge? T'aimes pas la rouge? Je dis non, c'est pas que j'aime pas la rouge, j'aime les deux, mais j'ai qu'un seul coup. J'ai qu'un seul coup. Mais c'est tellement comme ça, c'est-à-dire qu'on se rend même pas compte que des fois on en arrive à critiquer pour des choses qui sont incroyables, alors qu'en fait, vous savez, je vais vous dire une chose, Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed extraordinaire dans la Torah. Nous, ce qu'on doit faire, et c'est une mitzvah tassé d'oraita, c'est une mitzvah de la Torah, c'est marqué Valarta bidrachav. On a une mitzvah tassé d'oraita d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a une façon très particulière d'agir. Vous savez, n'oubliez jamais que si à l'heure d'aujourd'hui, ce soir, on est encore là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé le jour de Rosh Hashanah de regarder ce qu'il y avait de bien chez nous. N'oubliez jamais ça. Parce que sinon, on serait déjà 2 mètres sous terre. Donc si Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, a vu le bien chez nous, donc Baruch Hashem, il a dit ça vaut la peine qu'on continue. La force d'Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, c'est d'observer chez nous ce qu'il y a d'extraordinaire. Et c'est un passouk. Avraham Avinu, au moment où Avraham Avinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, c'est bien, tu m'as fait riche, tu m'as fait tout, ok, super, fine. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'enfant. C'est quel intérêt maintenant? Je suis riche, je suis connu, je suis truc, mais maintenant j'ai pas d'enfant. J'ai personne à qui transmettre cet héritage-là. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Il lui dit, sors. Ou sfor akochavim, va compter les étoiles. Aïm tucha les sforotam. Est-ce que maintenant Akadosh Baruch Hu dit, tu peux compter les étoiles? Koyezaracha. Comme ça dit Akadosh Baruch Hu. Comme ça sera ta descendance. De qui il parle? Il parle de nous. Il parle de nous. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comment il utilise, sous quelle forme il nous compare? De quoi? Nous, on est des étoiles. C'est quoi une étoile? La particularité d'une étoile, c'est qu'elle brille dans l'obscurité. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans notre obscurité, Akadosh Baruch Hu a la capacité d'observer en quoi on brille. Parce qu'encore une fois, sinon on ne serait pas là. Une fois, il y avait un vieil idolâtre comme ça qui arrive chez Avraham Avinu. Et puis, bon, tu vois, révolté, l'idolâtre à fond dans son idole, truc. Et puis, Avraham Avinu, il le sert à manger et tout, et puis il essaie de le convaincre. Il parle avec lui, il essaie de le convaincre. Il dit, regardez, Baruch Hashem, parce qu'il lui dit, merci beaucoup, monsieur, pour le service. Et il lui dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu, c'est Hashem. Et bref, discours d'Avraham Avinu, quoi. Il essaie de lui faire la grosse déballe pour essayer de le convaincre. Et lui, à la fin, il dit, écoutez,
Moi, je crois pas trop à ces trucs-là. Il sort son idole, il l'embrasse. Merci. Et là, Abraham Avinu, il dit, bah, là, je suis désolé de vous annoncer ça, mais là, vous allez devoir payer. D'accord? Parce qu'Abraham Avinu faisait tout gratuit, sauf lorsque maintenant la personne était idolâtre. Donc quand la personne est idolâtre, alors là, tu payes. Parce que si tu crois que c'est ton Dieu qui t'a truc, alors t'inquiète pas, il va te rembourser. Donc Abraham, il disait, et lui, il dit, ouais, bah ok, très bien, il commence à payer Abraham Avinu, il part. Et Abraham Avinu, il n'était pas bien. Pas bien, il dit mais c'est quoi ce... Comment on peut sortir un homme pareil? Non mais sérieux, c'est d'où il sort lui? Je lui prouve par A plus B, tout le monde est incroyable, tout le monde est émerveilleux par tout ce que j'explique, et là maintenant lui, bah non, il est à fond dans son idole, comment c'est possible? Et là à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu apparaît à Abraham Avinu, il lui dit, Abraham, ça fait combien de temps que tu te le tapes? Ça fait 2 heures. Moi ça fait 70 ans. Et à Kadosh Baruch Hu, ça fait 70 ans qu'il avait de la patience avec ces personnes-là. Et combien c'est une leçon de vie extraordinaire, mais combien pour nous c'est une leçon de vie. Combien des fois nos enfants ils nous ont mis les nerfs, ah de toute façon ça y est, il m'a cassé la tête. Combien nous le rabbin il nous a dit de ne pas parler à la synagogue? Et on continue à parler à la synagogue. Et nous maintenant on lui dit, ne parle pas entre les tilat et motzi, tu parles, Et nous, c'est incroyable combien on est dans l'attente par rapport à ceux qui nous sont proches. Alors que nous-mêmes, des fois, on est dans un mode détente, au Hachem, sur des notions qui sont bien plus graves, quoi. Combien c'est important de savoir ça? C'est un devoir et c'est un choix qu'on a de savoir juger de savoir observer les choses comme il le faut. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une histoire absolument incroyable qui s'est passée au moment de la libération des camps. D'accord, les Américains sont arrivés, les Américains avaient compris que bon, c'est une catastrophe ce qui se passait dans les camps, donc ils avaient emmené avec eux Rav Silver. Rav Silver, c'était un rave américain juif qui était, bien sûr juif, c'était un rave américain qui maintenant était là pour renforcer tout l'âme Israël, quoi, dans la libération des camps, etc. Et quand ils sont arrivés dans le camp de Bergen-Belsen, ils voient des morts vivants. Et là, Rav Silver, il dit, c'est pas possible, on est obligé de faire des tfilotes, on est obligé de faire Kaddish pour tous ceux qui nous ont quittés. Donc il rassemble 8 juifs, avec lui ça fait 9, il cherche le 10e. Il cherche le 10e et tout, il essaie d'attraper un juif là-bas, il dit, viens faire Kaddish avec nous. Et le juif, il regarde, il dit, non, je fais pas Kaddish avec vous. Tu crois, pourquoi tu veux pas faire Kaddish? Il y a tous ceux qui nous ont quittés, etc. Il dit, ouais, non, mais c'est bon, vous les rabbins, votre Kaddish, votre truc, j'y crois pas trop. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Et écoutez bien ce qu'il lui raconte. Il dit, moi, dans mon baraquement, il y a un juif, Bemsirut Nefesh, il a réussi à garder un sidour. Mais maintenant, est-ce que vous croyez que son sidour, il le passait comme ça? Il prenait une partie des rations des déportés pour qu'ils puissent prier dans son sidour. Donc déjà, nous, les Allemands, ils nous donnaient pas de quoi vivre, mais de quoi survivre. Mais en plus de ça, pas juste que maintenant, ils nous donnaient juste de quoi survivre. Lui, il prenait une partie, pourquoi? Pour que tu puisses prier dans ton sidour. Ah, c'est bon, j'ai vu ça, j'ai compris c'est quoi les religieux. Allez. Alors, Rav Silver, il entend ce qu'il lui dit. Il dit, je te dis la vérité, je ne peux pas juger ce que tu as vécu, je peux pas qui je suis moi. Mais j'ai juste une question à te poser. Pourquoi tu as décidé de te faire l'image de la Torah et de la religion de cet homme-là et pas de ces gens-là qui, dans les camps de la mort, ont été capables de donner une partie de leur ration pour prier dans un sidour? Pourquoi l'image, tu te l'es faite de lui et tu ne te l'es pas faite d'eux? Ça l'a tellement frappé ce qu'il lui a dit le Rav Silver, qu'il a dit vous avez raison. Et que bon, il a participé au Minyan, etc. Il a répondu Kaddish, mais en plus de ça, il raconte cette histoire-là parce que lui, c'était Simon Wiesenthal, c'était un grand chasseur de nazis, il était connu pour ça, et que lui, il racontait que ce qui l'a frappé dans la sortie des camps, c'est ce que lui avait dit le Rav Silver. Quand tu l'avais dit, sur quoi, qu'est-ce que tu décides de regarder? Mais combien c'est important dans notre couple? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on décide de regarder dans notre couple? Parce que notre conjoint, il aura forcément des défauts. On sait très bien, notre conjoint a forcément des défauts. Mais la question, qu'est-ce que tu décides de regarder? Moi, je me rappelle quand je me suis marié avec mon épouse, quand on venait, c'était le Shabbat juste après le mariage. Vendredi soir, on était invité chez mon Rav, qui habite à Bnei Brak, Rav Elchanan Cohen. Alors, on était invité chez lui vendredi soir. On arrive comme ça, tout frais, Khatan Kala, tout beau, tout frais. Et puis on chantait Shetraïl, mais ça. Et puis moi, je bug en fait sur les Shetraïl. Shetraïl, ça. Bon, alors je le montre pas à ma femme, quoi, mais je vais voir le Rav entre le Kiddush et Netilat. Je dis, Rav, c'est incroyable ce verset. Eshet Raïl Mimsa. C'est-à-dire, quand t'es Bachor Yeshiva,
effectivement tu cherches ta kala, alors Eshetraïl, la femme vertueuse, qui va la trouver? Donc là, ça va, ça rentre dans les mots. Ok? Mais quand maintenant tu es marié, tu as ta femme en face de toi et que tu lui dis la femme vertueuse, qui va la trouver? Parce que moi je ne l'ai pas trouvée, je suis en galère, on dirait. C'est incroyable quand tu réfléchis au mot Eshetraïl mimtsa. Et je posais la question à moi, je dis mais comment je peux dire ça? Normalement, Shlomo Melech il aurait dû dire Eshetraïl matzati. J'ai trouvé la femme vertueuse, là c'est bien, tu vois? Là-bas non. Il m'a dit une réponse extraordinaire, écoutez bien. Il m'a dit parce qu'en fait, en réalité, si tu veux avoir une Eshetraïl, tu dois chercher en quoi elle est extraordinaire. Mimtsa. C'est pas t'as une Eshetraïl, ben voilà, t'arrives sous la choupa, c'est fini. Non. Si tu veux avoir une Eshetraïl, tu dois chercher en quoi elle est Eshetraïl. Mais ça, c'est tellement fort parce que c'est tout ça, le mariage. Le mariage, c'est de chercher en quoi l'autre est extraordinaire. L'éducation des enfants, c'est chercher en quoi nos enfants, ils sont extraordinaires. Moi, une fois, il y a un rébé comme ça, il est parti voir le Rav Pinkus. Il y a un rébé, donc un professeur d'école comme ça, un juif, il est parti voir le Rav Pinkus. Il a dit, j'ai un élève dans ma classe, c'est un dossier. Je ne sais pas quoi faire avec lui. C'est un dossier, cet élève. J'arrive pas, il perturbe la classe, il fait ça. Il lui fait la liste de tout ce qui le dérange. Et le Rav Pinkus, il écoute comme ça, et puis il prend son stylo, et puis il fait un point dans sa main. Et puis il dit, tu vois quoi? Il dit, bah je vois un point. Il dit, bah c'est ça ton problème. Comme ça il dit au prof, c'est ça ton problème. Il dit, parce que je te montre une main, et toi tu vois un point. Il dit, cet enfant-là, tu es en train de me faire tous les points noirs qu'il a. Ok, mais et lui, il est quoi, lui? Il a rien de bien. Il a rien de positif, ton enfant. Il n'y a pas quelque chose qui dit, waouh, il est incroyable, il est... Non, il n'y a rien. Tout est critique, tout est carnage, tout est catastrophique. Non, il n'y a rien de positif. Et combien on doit faire attention à ça? Parce que si on n'est pas dans cette démarche-là, qu'on le veuille ou non, et ben c'est là, comme on dit en hébreu, la Yederdeu, d'accord, c'est le couple, il va à la dérive, et on trouve que des critiques, on trouve que des défauts, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de positif, les enfants, de toute façon, plus ils grandissent, plus ils sont bêtes, c'est pas possible, je peux plus me les voir. C'est ça, on va en arriver à ça. Pourquoi? Parce que c'est un devoir de savoir ce qu'on regarde. Comme l'a dit Rav Silver, pourquoi tu regardes ça, tu regardes pas ça? C'est-à-dire déjà que ton enfant il est venu à la Beth Knesset, dis merci au Doul Hashem qui t'offre, à Kadosh Baruch Hu, merci Hashem, mon enfant il est venu à la Beth Knesset déjà. Avant de commencer à dire, ah il a pas ouvert son sido, et il a pas prié. Mais il est déjà là. C'est un miracle dans notre génération déjà qu'il soit là déjà. Lève les yeux au ciel, dis merci à Kadosh Baruch Hu déjà que ton enfant il soit là. Mais combien ça c'est important? Parce que toute notre vie changera. La vie elle deviendra belle en étant capable de faire une chose pareille. C'est tellement, la dernière fois j'avais un chauffeur qui est venu me chercher pour m'emmener à l'aéroport. Ici en Israël, un chauffeur comme ça, il arrive et puis la voiture super classe, elles sont bons, lui costard cravate, il t'ouvre la porte, il te prend les valises. Je me suis dit, attends, je me suis planté de service peut-être, c'est VIP, je lui demande, c'est quoi, c'est VIP? Il me dit non, c'est la Shirot Sheli, c'est ce que je fais. Je dis, mais vous êtes exceptionnel, la voiture classe, bien propre, bien truc, ça sent bon, lui il est là, vous voulez quelle musique? C'est une folie. Je lui dis, mais d'où tu sors toi? Il me dit, je vais vous raconter mon histoire. Comme ça il me raconte, écoutez bien ce qu'il me raconte. Moi je suis chauffeur de taxi. Je suis chauffeur, ça fait des années déjà. Mais bon, je vous ai la vérité, ma vie elle était horrible. Voilà, j'ai fait mon service, j'ai fait ce que je devais faire, et puis je rentrais chez moi, et puis je me mettais dans le canapé, j'attendais le jour d'après, et puis voilà. Et un jour, je tombe sur un Rav qui parle à la radio, dans ma voiture. Et le Rav il dit, on ne décide pas notre vie, on décide comment y réagir. Comme ça il dit, on décide comment réagir à notre vie. Donc moi j'entends ça, je dis, mais il a tellement raison. Donc depuis ce jour-là, maintenant je ne fais pas payer un shekel de plus pour ça, hein, mais j'ai décidé que mon shirout il allait être différent. J'ai décidé que maintenant mon service il allait être différent. Et j'ai commencé à m'habiller bien, à faire classe, à faire... Voilà, il m'a dit, Rav, que vous me croyez ou pas, j'ai doublé ma clientèle. Mais je lui ai dit, mais c'est tellement normal, c'est tellement logique. Pourquoi? Parce que qui ne voudrait pas avoir un chauffeur comme ça? Et c'est tellement important parce que c'est exactement ça. C'est vrai dans une voiture, mais à plus forte raison que c'est vrai dans le couple, à plus forte raison que c'est vrai dans l'éducation des enfants, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Vous savez, le David Amelech, il nous a donné une clé du bonheur de la vie.
Vous savez, une fois, le Rav Ezrachi, le Rosh Yeshiva, mais le plus grand yeshiva du monde, le Yeshiva de Mir, le Rav Ezrachi, il a dit, vous savez pourquoi le Chafetz Chaim, il s'appelle le Chafetz Chaim? Alors tout le monde dit, bah, le Chafetz Chaim, il s'appelle le Chafetz Chaim parce que il a écrit un livre qui s'appelle le Chafetz Chaim. Donc c'est pour ça. Normalement, lui, c'est Rav Israël Meir Cohen. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi on l'appelle tous le Chafetz Chaim? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Chafetz Chaim. Il dit Rav Ezrachi, non, c'est pas pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, quand ils voyaient le Chafetz Chaim, c'est waouh! Ah, lui, il aime la vie, lui. Lui, il aime la vie. Parce que tu pourrais te dire, attends, le rabbin qui va sortir le livre de toutes les halachot de Shmirat Halachon, de ne pas parler de la Shonara et tout, tu dis, waouh, ça doit être le rabbin super froum, coincé, quoi. Genre, ça doit être le rabbin, tu dois réfléchir 2 fois avant de lui parler, quoi, franchement. Et ben les gens, ils témoignaient, les élèves, ils témoignaient sur Chafetz Chaim, ils me disaient, mais il était là, il était joyeux, moi je t'en rêve, il parlait, il avait pas honte, et bah, au Hachem, il parlait une tonne le Chafetz Chaim. Mais parce qu'il savait parler. Parce qu'il savait parler. Il disait pas que c'est sourd de parler, il t'apprenait à parler correctement. Mais les gens, ils le voyaient, ils disaient, mais lui, il aime la vie, lui, Chafetz Chaim. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait une vie où tu dis, waouh, oh la vie, elle est belle, qu'on aime la vie. Mais il dit, le David Amelech, écoutez bien, en un pasouk, on sait comment on peut aimer la vie. Avoir une vie, dire, waouh, ma vie, elle est belle, mon couple, il est extraordinaire, mes enfants, ils sont incroyables. Vous savez comment? Écoutez bien ce qu'il dit. Un verset. Mi Aïcha Chafetz Chaim, qui est l'homme qui cherche la vie? Oev Yamim, qui aime les jours. Il se lève le matin et dit, waouh, quelle journée, je t'abarche, chez Molad, quel kiff. D'où il sort, lui? Réponse, écoutez bien, David Amelech nous dit dans le pasouk. Lirot Tov. Voilà la réponse. Miaïcha Chafetz Chaim Oev Yamim. Réponse, Lirot Tov. C'est quand tu es capable de voir ce qu'il y a de bien. C'est ça la base. Quand tu es capable d'observer ce qu'il y a d'extraordinaire chez toi. Et moi, je vous dis la vérité, écoutez bien. Moi, pendant des années, je me suis planté. Je l'avoue, pendant des années, j'ai fait des erreurs dans le conseil que je donnais au couple. Parce qu'en fait, je leur disais, ouais, lui, il me racontait son histoire, il disait, ah, voilà, je lui expliquais la situation. Je lui dis, mais regarde, il faut que tu comprennes. Ta femme, elle a besoin d'attention. Elle te prend la tête parce qu'en fait, elle te dit, je suis là. Donc, elle a besoin d'attention. Elle a besoin que tu l'écoutes, elle a besoin que tu sois avec elle, pas dans ton téléphone, un truc. Achète-lui des fleurs. Ça lui fait plaisir, achète-lui un vendredi. Parce qu'elle sait très bien que toi, quand tu vas au travail, tu penses à tout sauf à elle. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rentres du travail et que tu as acheté un cadeau, alors tu as montré à travers ça que, au Rachel, tu as pensé à elle. Ça lui fait plaisir, etc. Bref, je donnais plein de conseils comme ça, etc. Bon, c'est bien, c'est sympa, c'est mignon, c'est. Ok. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça l'essentiel. Et je vais vous dire quel est l'essentiel. Et là où l'erreur, elle était faite. Il y a un passage de Shlomo Ameler. D'accord? Dans Michelet. Kamaim apanim la panim ken lev adam la adam. Écoutez bien ce que dit Shlomo Ameler, c'est une puissance atomique. Kamaim apanim la panim. Comme le reflet de l'eau. D'accord? Le reflet qu'il y a dans l'eau ne reflète que ce qu'on lui projette. D'accord? Ken lev adam la adam. C'est la même chose dans le cœur de l'homme. Ken lev adam la adam. Une personne, si. Vous savez, vous avez déjà ressenti ça? Ouais, lui, je peux pas me le voir. Ou elle peut pas me le voir. Elle peut pas me voir. Mais comment c'est possible? Réponse, parce que tu le ressens. Kemaim apanim la panim, ken lev adam la adam. Ce que tu as dans le cœur, la personne en face de toi, elle le ressent. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. D'accord, il y en a peut-être qui suivent mes vidéos. D'accord? Ok. Vous êtes d'accord que c'est pas la même chose quand c'est en présentiel que quand c'est une vidéo? Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie qui se crée. Il y a une énergie qui se crée. Parce que c'est pas la même chose que derrière un écran. Et ben c'est la même chose. Combien on doit comprendre ça? Que dans la vie de tous les jours, tu peux être le mari parfait. Je vous assure, hein, vous pouvez être les maris les plus parfaits. Tout à cocher. Elle a demandé, les courses, pas de problème. Déposer les enfants, pas de problème. Tu lui envoies un petit message? Tu envoies un petit message. Tu as sorti les poubelles? Sorti les poubelles. Le mari, le blond. D'accord, le truc, super. Mais tant que dans ton cœur, tu ne ressens pas que c'est la femme la plus exceptionnelle qui existe au monde, la femme avec qui tu es marié, tu auras des problèmes de Shambait. Et des gros problèmes de Shambait. Parce qu'elle, elle le ressentira. Elle le ressentira, c'est comme ça. Elle le ressentira. C'est-à-dire que si toi, tu dis, bon, je lui ai fait une Torah, qu'elle soit mariée avec moi, elle le ressentira, elle te fera la misère. Parce que c'est une règle, d'accord? Fais de ta femme une princesse, tu seras un prince. Si
fais pas d'elle une princesse, tu fais d'elle une servante, tu seras une serpillière, mon poteau. Oui, c'est comme ça, d'accord? C'est comme ça la vie. Donc combien nous on doit faire attention à ça? Combien nous on doit faire attention et être vigilant à ça? Parce qu'encore une fois, tu peux donner plein de conseils, fais ça, et fais ci, et fais ça, et fais ça. Mais tant que dans ton cœur, c'est pas clair que c'est la femme la plus exceptionnelle, tu auras des problèmes. Et c'est pareil pour vous, mesdames. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque maintenant, une femme, elle peut tout gérer, tout faire, truc, voilà, son mari, elle va faire ça, elle va tout gérer, elle va faire la maison, elle va gérer, elle va faire le petit repas, le petit plat que lui, il aime, etc. Tout. Mais tant que maintenant, dans son cœur, elle ressent que son mari, c'est un incapable, elle ressent dans son cœur que son mari, c'est un incapable, elle aura des graves problèmes de sommeil. Parce que lui, il va le ressentir. Parce que lui, il va le ressentir, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc oui, c'est bien les petits détails, ça. Mais vous savez, vous le savez très très bien, on le sait tous, la clé de la réussite dans la vie, vous savez quand est-ce que c'est? C'est dans l'ombre. La clé de la réussite dans la vie, c'est dans l'ombre. Quand tu veux réussir des examens, c'est pas quand maintenant, t'es tous là en train, ouais, on révise tous entre potes, ouais. C'est pas à ce moment-là que tu vas vraiment réviser. C'est au moment où maintenant, il est 11h du soir, et tu dis, purée, là, je sais pas si je vais réussir, j'ai besoin de revoir des leçons, et que tu vas reprendre ton cahier, tu vas taffer, et t'es seul, et il n'y a personne qui l'a vu. Là, c'est à ce moment-là que tu vas fixer ta réussite. Vous savez, dans les régimes, c'est la même chose, d'accord? C'est pas quand tu es au resto avec tout le monde, tu dis, non, moi je vais prendre une salade, hein, parce que comme je suis au régime, je vais prendre une salade. C'est pas à ce moment-là que tu vas réussir ton régime. C'est quand ton mari t'a mis les nerfs, et que tu es seul à la maison, et que tu es face à cet objet qui s'appelle le frigo, et que tu as envie de l'éclater, parce que tout simplement, parce qu'il t'a mis les stress, il était stressé, donc du coup tu éclates le frigo, hein, et que tu as acheté plein de barres de chocolat pour les enfants, mais ils n'ont jamais vu la couleur, les enfants, la barre de chocolat. Pourquoi? Parce que, bizarrement, ils disparaissent. Pourquoi? La clé de la réussite du régime, c'est pas quand maintenant tout le monde le voit, c'est quand personne ne le voit, et que tu es seul avec toi-même, et que tu ne craques pas. C'est ça la clé de la réussite. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Quand tu vois un Talmid Chacham, quand tu vois un tzaddik, c'est pas quand maintenant il était là en train de prier devant tout le monde et que maintenant il a prié devant tout le monde et qu'il a fait son Dvar Torah ou qu'il a fait son étude devant tout le monde et qu'il a donné son shiur. C'est pas là que tu décides, tu vois que c'est va devenir un tzaddik. C'est quand il est seul et que maintenant il est minuit et qu'il est parti aux toilettes et que maintenant il faut faire Ashariat Sarbe Kavana. Et ben c'est là que ça se voit un tzaddik. C'est quand maintenant il n'y a personne qui le voit et que maintenant il est seul avec Hachem et que là il fait Ashariat Sarbe Kavana. C'est quand maintenant il est devant une Gemara et que personne n'a jamais vu qu'il s'est mis à pleurer pour demander à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi le cœur pour comprendre ta Torah. C'est là que tu vois un tzaddik. C'est là que ça devient Talmid Chacham. C'est pas quand tout le monde le voit et que ils ont vu les. C'est au moment où maintenant lui il est seul avec lui-même et que personne ne le voit. C'est là où tu vois là. Et bien sachez que c'est exactement la même chose la réussite dans le couple. C'est exactement la même chose la réussite dans l'éducation des enfants. Oui, dans le couple, c'est la même chose. C'est au moment où maintenant, toi, il t'a mis les nerfs, mais tu es capable de quoi? De prendre sur toi et de dire qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel. Et de voir ce qu'il a d'exceptionnel. Et de mettre en valeur ce qu'il a d'exceptionnel. Personne ne verra. Oui, c'est vrai, oui, peut-être que maintenant, toi, tu t'es cassé la tête depuis ce matin à faire un repas. Ou maintenant, tu as cherché une recette qui va lui faire plaisir. Et que maintenant, il te manquait la crème fraîche. Et que tu as envoyé un gosse à la Macolette pour aller chercher la crème fraîche. Et que maintenant, tu as essayé de faire le gratin. Et que le gratin, il est sorti comme il est sorti. Et qu'à la fin, tu te dis, bon, Hachem, j'ai mis les efforts. Et qu'à la fin, lui, il arrive, il dit, ouais, ça va. Ça va. Et que tu as envie de faire un meurtre. Mais que tu te dis, moi le principal c'est que je veux faire plaisir à mon mari, c'est là que se crée la shrina dans la maison. C'est là où personne ne le voit. C'est lorsque purée tu t'attendais quand même qu'il te fasse au moins un compliment, mais qu'il n'a pas sorti le compliment. C'est à ce moment-là que se crée ce qu'on appelle du vrai shalom bayit. Parce que c'est au moment où maintenant, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, tu prends sur toi. Et c'est vrai que et personne ne verra ce travail terrible que tu fais à l'intérieur de toi-même. Et que toi, tu es parti faire les courses et tu es parti faire tout au Chérad le vendredi matin parce que ta femme, elle t'a fait la liste vendredi matin. Et que maintenant, tu as fait 3 heures à la queue. Et au moment où maintenant, tu ramènes toutes les courses et qu'elle te dit, t'as pas les poivrons? Et toi, tu dis, si, il y avait les poivrons, non? Non, non, il n'y a pas les poivrons. Et qu'elle te dit, mais ça sert à quoi que tu es parti alors s'il n'y a pas les poivrons? Et que là, tu as envie de faire un meurtre.
t'as envie de faire un meurtre. Parce que tu dis, mais attends, tu veux que je t'explique pourquoi je suis parti? Bah voilà, tout ça. 3 heures de queue, 3 trucs, la télécommande qui marche pas, tu mets le caddie, ça marche pas, t'es pas en train de mesurer, t'as l'autre, il arrive avec son téléphone pour dire, ouais, qu'est-ce que vous avez oublié? Eh bah rien, j'ai rien oublié, voilà, j'ai rien oublié. Et qu'à la fin, tu dis, les poivrons? T'as oublié les poivrons? Mais que là, maintenant, tu prends sur toi et que tu fais ce travail-là sur toi parce que tu sais que le shalom bayit, ça vaut plus que ça. Et que ça vaut plus que des poivrons rouges, ça vaut plus que ça. Et que tu fais ce travail-là sur toi, et bien là, à ce moment-là, à cet instant-là, tu ramènes la shrina dans la maison. Tu ramènes la shrina dans la maison. Et c'est tellement fondamental. Mais comment réussir ça? Écoutez bien, c'est très simple. La technique, elle est incroyablement simple. Mais voilà, il faut le réaliser. Écoutez bien, il y a une règle qui s'appelle le focus. D'accord? Naturellement, l'être humain, lorsque maintenant il va observer, par exemple, quand je vois ce beau cadre là-bas, quand je vois ce cadre, l'œil va faire ce qu'on appelle le focus. C'est quoi le focus? Comme vous le savez, mais bon, je le rappelle, c'est que pour avoir l'image nette, l'œil va automatiquement flouter le reste. D'accord? Pour avoir de la netteté dans l'image, l'œil va flouter le reste. Ça a pris des années, pour que dans les appareils photo, on puisse réaliser une chose pareille, qui paraît très simple, mais que pour avoir de la netteté sur un point, et ben que le reste de l'appareil va flouter le reste, c'est énorme comme travail. D'accord? C'est ce que l'œil fait à chaque instant. Et ben c'est ce qu'on est censé faire à chaque instant. Vous savez pourquoi? Parce qu'écoutez bien, dans notre vie, on a le choix sur quoi on fait le focus. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une conséquence au focus que l'on fait. Si tu décides de faire le focus sur ce qu'il y a de bien, tu vas automatiquement flouter ce qu'il n'y a de pas bien. Mais si tu fais le focus sur ce qui n'a pas bien, alors par conséquent, tu vas automatiquement flouter ce qu'il y a de bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous regardez, on habite en Eretz Israël, d'accord? On aime notre terre, oui. On aime notre terre. Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas de sérieux problèmes dans la société israélienne, mais de graves problèmes dans la société israélienne. Oui. Mais pourquoi maintenant, malgré tout, on est capable de passer au-dessus de tout ça? C'est pourquoi? Parce qu'on fait le focus sur le fait que, Baruch Hashem, il y a des choses qui sont bien plus importantes ici que de regarder la bêtise de ce qu'il peut faire à Kaplan. D'accord? C'est comme ça. Donc quand maintenant toi, tu es capable de savoir faire le focus sur les choses qui sont positives, automatiquement, tu vas brouiller le reste. Tout le problème, c'est lorsque maintenant, on fait l'inverse. Et c'est ça tout le défi. Ce que nous, on doit faire dans la vie, c'est exactement ce domaine-là. C'est-à-dire qu'écoutez bien ce qu'il dit. Regardez, Rabbi Eliezer ben Urkenus. Ok, donc je vous remets dans le contexte. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde connaît. Oui, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Eliezer ben Urkenus. D'accord, Rabbi Eliezer Agadol. Sur lequel Rabbi Akiva a témoigné à sa mort qu'il est que comme une mouche qui a bu de l'océan de la Torah de son maître. Vous voyez un peu le niveau. Ok. Maintenant, Rabbi Eliezer ben Urkenus. Dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Rabbi Yochanan leur dit Ezeu derech yeshara shedabek ba'adam. Quel est le chemin qu'un homme doit être collé à ce chemin-là toute sa vie? Voilà, imaginez-vous maintenant, d'accord? Je vous demande de l'honnêteté. Tu as un grand rabbin, grand rabbin, le Gadol adore, Rabbi Eliezer ben Urkenus. Il va donner la clé de ce qui s'appelle le chemin auquel maintenant une personne doit être collée toute sa vie. Vous aurez répondu quoi, vous? La Torah, les mitzvot. Ouais, je sais pas, non? Un grand rabbin qui te dit quel est le chemin auquel on doit être collé. La Torah et les mitzvot. Écoutez bien la réponse de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Aïn Tova. Aïn Tova. Vous voulez être heureux dans votre vie? Le chemin auquel maintenant on doit être collé toute notre vie, c'est Aïn Tova. Être capable de regarder ce qu'il y a de bien. Mais c'est tellement incroyable comme réponse, mais tellement essentiel. Et je vous l'ai dit, c'est-à-dire combien on est capable? On est capable de faire l'alia, on est capable d'investir, on est capable de faire des choses incroyables, de démarcher des clients, de faire un prêt à la banque. Tout ça, on est capable. Mais ce qui est la clé du bonheur dans la vie, ce qui nous est donné, ça, des fois, on ne sait même pas le faire. Alors, Aïn Tova. Vous savez la différence entre un espion et un touriste? C'est essentiel, ça. C'est très intéressant. La différence qu'il y a entre un espion et un touriste. Alors, un espion, d'accord, lui, il va regarder toutes les failles, tous les problèmes du système, là où il y a des défauts. C'est un espion. Un touriste, il va regarder tout le bien. Vous n'avez pas remarqué ça, les touristes à Paris? C'est devant la poubelle. Ah, elle est belle la poubelle. Poubelle parisienne. Non, toi, ça fait
Ça fait 20 ans que tu passes devant les poubelles, tu n'as jamais regardé les poubelles de Paris. Tu vois. Devant ta mairie, lui, il se fait des selfies. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez prendre une photo, s'il vous plaît? Mais maintenant, toi, ta mairie, ça fait 20 ans que tu passes devant. Je dis, vous vous rendez pas compte, vous avez des mairies incroyables, regardez la beauté de votre mairie. D'accord, c'est un touriste. Un touriste, la particularité du touriste, c'est qu'il voit tout de bien. Tout est beau, tout est joli, tout est bon, tout est incroyable. D'accord, c'est un touriste. Eh bien, n'oubliez jamais, ce qu'on doit être, nous, dans notre vie, c'est les touristes de notre vie. Nous, ce qu'on doit être, c'est les touristes de notre couple. C'est les touristes de nos enfants. C'est qu'on doit être capable de regarder, oh, comme ils sont mignons. Oh, il s'est pas levé à l'heure. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort. Oh, voilà, c'est ce qu'on doit être capable de faire. C'est ce qu'on doit être capable de faire. C'est-à-dire que, oh là, ah, les enfants, il est 8h, ils sont pas encore en pyjama. C'est pas grave, oh, Hachem, j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est ce qu'on doit être capable de faire. Et c'est un travail, mais c'est la clé pour être heureux dans notre vie. Parce que n'oubliez jamais, si nous ne sommes pas capables de voir en quoi notre conjoint est exceptionnel et en quoi nos enfants sont exceptionnels, alors n'oubliez jamais que jamais personne ne le verra. Jamais personne ne le verra. Et c'est tellement fondamental ça. Et on en est tous capables. Je vous assure, on en est tous capables. Vous voulez la preuve? Quand on s'est marié. Ouais, quand on s'est marié, on venait de s'installer, on était dans l'appartement, et puis là, à ce moment-là, lui, il a laissé ses pompes dans l'entrée. Ah, c'est les chaussures de mon mari, Baou Hachem. Et puis elle les range, il a laissé sa chemise sur le lit. Ah, c'est la chemise de mon mari, Baou Hachem. Et puis elle range la chemise de son mari. Maintenant, 10 ans plus tard, je suis gentil, 10 ans, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, tes pompes! Non mais t'es sérieux là? Tes pompes? Et ta chemise, je suis la bonne ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le bug? Et pareil, pareil à l'inverse, messieurs. C'est pareil à l'inverse. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où maintenant elle était fiancée, elle a des problèmes avec ses parents. Ouais, mes parents ils me prennent la tête. Oh, mais ne t'inquiète pas, on va se marier. Bezrat Hashem, tout ira bien. Je serai toujours là pour toi. Toujours là pour toi. Et donc, ne t'inquiète pas. Et puis là, tu prends 2 ans plus tard. Ouais, mes parents, ils me prennent la tête. Ah, ça va, on les connaît, tes parents, putain, on les connaît. Tu vas me saouler avec tes parents. Il est où le... Oh, ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Vous savez ce qui s'est passé? Quelque chose de très simple. On a changé le focus. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est marié, il dit, ah oui, bon, il n'est pas très organisé, mais ça fait son charme, il est mignon. C'est-à-dire que tu étais capable de regarder ce qu'il y avait de bien et tu brouillais le reste. Mais plus tard, qu'est-ce qui se passe? On est capable de regarder tout ce qu'il y a comme défaut, mais incapable de regarder ce qu'il y a de bien. Combien c'est important ça? Combien c'est vital? C'est pas important, c'est plus que vital. Écoutez cette histoire qui s'est passée à Bnei Brak. Incroyable cette histoire. Vous savez, à Bnei Brak, les salles de mariage, elles tournent à fond. D'accord? Blainara, elle tourne à fond. Maintenant, les gens, ils sortent à 11h, minuit, et demi. Donc il y a des bus très très tard à Bnei Brak. Il y a un bus de Jéru, de Bnei Brak pour Jéru, à minuit. Alors, il y en a jusqu'à 1h du matin, mais bon, il y a le bus de minuit, et donc il y avait les gens qui sortaient de la salle de mariage, ils attendaient le bus, et ils attendent le bus de minuit. Ils attendent. Minuit 5, minuit 10, minuit et quart, et il ne vient pas. Donc plus en plus de monde sur le trottoir. Et donc là, il y a un bus pour Anana qui arrive, et le bus s'arrête, il dit, mais comment ça se fait qu'est-ce qui vous arrive? Comment c'est qu'il y a tellement de monde? Il dit, bah on attend le bus de Yerushalayim. Il dit, mais est-ce que vous avez des nouvelles, etc. Et puis lui, il dit, non, je sais pas, j'en sais rien, mais... Puis il s'arrête comme ça, il dit, bon allez, ok, je vous emmène. Il fait monter tout le monde. Il voit qu'il y a tellement de monde sur le trottoir, il fait monter tout le monde comme ça. Et il change Ranana, il met Yerushalayim. Et il prend la route de Jéru. Et tout le monde dit, wow, incroyable, quel sadique et tout, c'est une merveille celui-là et tout. Maintenant, 5 minutes avant d'arriver à Jéru, il prend le micro, il dit, en fait, je suis le bus de minuit. En fait, c'est moi le bus de minuit. Mais je vous explique en fait, si j'étais arrivé avec marqué Yerushalayim, tout le monde m'aurait dit, ah Tétéo, et ça fait quoi? Et on t'attendait, vous savez pas, on t'aiguette, on va vous pourrir. Mais quand maintenant moi j'ai marqué Ranana, tout le monde pensait que j'ai fait une tova. Et là, tout le monde dit, oh chauffeur, t'es champion. Voilà. Et quel génie, quel génie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en réalité, on est tous capables de faire ça dans le groupe. Parce qu'en fait, tout dépend, ils ont pris le même bus, ils ont fait le même trajet et il y avait du retard.
Mais qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ben, juste le regard. Le regard des choses. Quand tu te dis, il me doit un trajet, ils sont où, ils ont, voilà. Donc là, quand tu parles du principe qu'on te doit quelque chose, ben tout le trajet, ce sera un enfer. Parce que je suis arrivé en retard à cause de lui, et tu vas voir, je vais les pourrir, et demain je leur écris un mail. Mais quand maintenant tu parles du principe qu'on te doit rien, on te doit rien. Ce qu'on te donne déjà, me dit merci. Tout le regard, tout le trajet, il change. Et bien c'est la même chose dans le trajet de la vie. C'est la même chose dans le trajet de la vie. Tu as le choix de regarder comment tu vas regarder les choses. Si toi tu pars du principe que ton conjoint il te doit, et que tes enfants ils te doivent, et mais ce sera un enfer. Un enfer. Mais quand maintenant tu parles du principe que Baruch Hashem, merci Hashem, j'ai le mari le plus exceptionnel du monde, j'ai la femme la plus incroyable du monde, merci pour ces enfants incroyables, et que Baruch Hashem tu valorises que tout est un cadeau d'Hashem. Tout est un cadeau d'Hachem. Eh ben, je peux t'assurer que tout le trajet, même s'il y a du retard, et même si t'es en galère, eh ben, tout le trajet, il sera exceptionnel. Exceptionnel. Et combien ça, c'est fondamental? Combien ça, c'est... Mais c'est essentiel. Vous savez pourquoi on casse un verre sous la roupa? Pourquoi? Pourquoi on casse le verre? Casse le verre. Parce qu'en Zecher les Chorban, oui, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Juste avant, il dit ok. Donc, on casse le verre en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Mais pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Vous savez, il y a une expression, regardez la moitié du verre. Oui, tu peux regarder la moitié du verre plein ou la moitié du verre qui est vide. Vous savez que Chacham, quelqu'un qui est intelligent, c'est les premières lettres de Chetzi Kos Malé. Chacham, quelqu'un qui est intelligent, c'est celui qui est capable durant toute sa vie de regarder la moitié du verre qui est plein. Vous savez pourquoi maintenant on prend un verre sous la roupa qui est vide et qu'on va le casser? Parce qu'on donne un message au Khatan et à la Kala. Vous allez vous marier. Sachez qu'un verre vide, ça n'existe pas. Casse le verre vide. Parce que tu vas te marier avec quelqu'un, il y a de toute manière, il y a la moitié qui est pleine. Maintenant, c'est à toi de chercher en quoi il y a la moitié qui est pleine. Mais un verre vide, ça se casse. Il n'y a pas de verre vide. Dans un mariage, il n'y a pas de verre vide. Parce que si on laisse des verres vides, ça amène la sinatrinam, la haine gratuite. Et après, ça amène la destruction du Beth Amikdash. Et combien ça c'est important de se rappeler ça? Combien c'est important de le vivre? Parce qu'encore une fois, nous, notre devoir pour être heureux dans notre couple, notre devoir pour être heureux avec nos enfants, c'est d'avoir cette capacité d'observer en quoi mon conjoint est exceptionnel. En quoi, Baruch Hashem, j'ai eu de la chance. Et on a tous une chance exceptionnelle. C'est une chance, c'est une bracha. C'est une bracha. Mais tout dépend de nous. Est-ce qu'on est capable de la valoriser ou pas? Nous, nos enfants, ils connaissent des choses que nous, on n'a jamais connues. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas de smartphone. On n'avait pas de smartphone. On n'avait pas de smartphone, on avait des téléphones, les Motorola, trucs, fatigués, et tu devais sortir au milieu de la rue pour que ça capte. Maintenant, il y a la 5G, le FaceTime, le truc, et ils se plaignent de leur téléphone. Ouais, j'ai l'iPhone 15, j'ai pas le 16. Quoi? C'est ça le problème? J'ai l'iPhone 15, j'ai pas le 16. Mais comment c'est possible? Réponse, parce qu'ils n'ont jamais appris à valoriser malheureusement ce qu'ils ont. Mais ça commence sur un iPhone 15 et j'ai pas le 16, mais ça finit sur ah bah ouais, moi je suis marié avec elle, pourquoi pas une autre? Ça finit comme ça. C'est aussi tragique que ça, mais oui. Et combien on doit faire attention, apprendre et éduquer nos enfants à la table de Shabbat chaque semaine. Qu'est-ce que vous avez vécu d'extraordinaire, mes enfants, cette semaine? Parce que je peux vous assurer, si on n'est pas capable de savoir voir ce qu'il y a eu d'exceptionnel dans notre semaine, il y aura forcément des choses négatives qu'on sera capable de raconter. Ah, tata Gillette, elle n'est pas sortie de l'hôpital. Et puis les Khatoufim, est-ce qu'ils vont sortir? On sait pas. Mais et t'as rien vécu de bien? Il n'y a jamais eu rien de beau dans ta semaine que tu sois capable de mettre en valeur. Mais c'est à nous de le faire, c'est à nous de former notre maison, former notre foyer. Et Bezrat Hashem, doucement, nous dit le Chafetz Chaim, nous dit le David Ameler, Mi Aisha Chafetz Chaim Oev Yamim, qui aime les jours. Réponse, Lirot Tov. Donc on puisse se voir comme le bien, Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson, qu'Hashem bénisse de toutes les brachot. Vivez heureux dans votre foyer, Bezrat Hashem. Kaddish, Rabbi Chanel Menachem Erat Sakadosh Baruch Hu les Zakon.